J'aime beaucoup le côté humain, du métier forcément. Le fait d'apporter mon aide, aux autres, c'est quelque chose de dont j'ai besoin et qui me fait plaisir, qui me fait du bien. Bonjour Margot, Bonjour Leïla. merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de ton Avec parcours, mais de pouvoir justement inspirer des personnes qui cherchent leur voie et une voie qui a du sens. Donc pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, d'où est-ce que tu viens? Oui, donc je m'appelle Margot. À la base, je viens de Vendée et je suis arrivée en Haute-Savoie, il y a quelques années. On revient un petit peu sur ton parcours avant qu'on arrive à ton métier actuel. Est-ce que tu avais des rêves quand tu étais adolescente, enfant, des rêves de métier en particulier? Oui, donc je suis passée par beaucoup de rêves enfants, qui n'ont rien à voir. Enfin, je m'intéressais à beaucoup, beaucoup de choses. Donc, pas mal de petites filles, j'ai voulu être chanteuse, danseuse, maîtresse, vétérinaire aussi. Très longtemps, je voulais être vétérinaire, ça c'était plus la période, adolescente. Voilà, enfant, adolescent, c'était ça. Et qu'est-ce qui fait qu'après, tu as fait des choix, d'autres choix? Bah, ensuite, du coup, au cours du collège et du lycée, je savais pas trop vraiment exactement vers quoi me diriger. Je m'intéressais à beaucoup de choses en fait, c'était ça qui était compliqué, c'était de choisir. Je trouvais ça un peu compliqué, surtout qu'on n'était pas forcément très bien informés. Enfin, je trouve que c'est compliqué de trouver sa voie à cet âge-là et avec l'éducation, le cursus, scolaire. Et donc, au lycée, moi, enfin, j'aimais beaucoup tout ce qui était psychologie, neurosciences, les sciences en général aussi, la biologie. J'aimais beaucoup les animaux. Heu, donc voilà, donc je m'intéressais à beaucoup de choses. Donc je passais vraiment à enfin, j'ai eu plein d'idées. À un moment, je voulais même faire, nez, créatrice de parfums, donc rien à voir. Après, je savais que j'étais intéressée quand même par le domaine de la santé. Mais voilà, je savais pas trop vers quoi me diriger. Et puis, bah, en terminale, enfin en première, je savais toujours pas ce que je voulais faire. En terminale, du coup, j'ai fait des tests d'orientation et ce qui ressortait beaucoup, c'était l'aide aux autres et le domaine paramédical. Et donc j'ai regardé les métiers qui ressortaient, donc il y avait kiné, ostéo et puéricultrice. Et donc je me suis intéressée un petit peu à ces 3 métiers et puis j'ai fait un stage ensuite chez un kiné qui était aussi ostéopathe en terminale pour voir du coup si le métier m'intéressait vraiment parce que enfin, j'étais jamais allée déjà de mon expérience personnelle là-bas et donc voilà et en fait le métier m'a plu et donc je me suis lancée là-dedans. Donc à partir de la terminale, tu savais déjà que tu voulais devenir kiné. Oui, voilà, c'est ça. Et tu étais en bac S. Oui, j'ai fait un bac S, oui. Je pose cette question puisque du coup, d'autres voies ne permettaient pas d'y accéder. En théorie si, quoique. Mais en pratique, c'est compliqué parce qu'en fait, enfin, moi, j'ai fait un concours qui n'existe plus maintenant, qui était un concours sur des matières scientifiques, du programme, scientifique première S, terminale S. C'était, donc bah, là, dans ce cas-là, je crois que c'était ouvert à tout le monde. Ouais, il me semble que les bacs L, ES pouvaient s'inscrire en prépa pour ce concours-là, mais c'était beaucoup plus compliqué pour eux étant donné qu'ils n'avaient pas déjà eu les bases au lycée. Et ça, c'est Donc un voilà. concours d'entrée. Ça, c'est un concours d'entrée qui n'existe plus maintenant. Et après, D'accord. il y avait aussi la possibilité de faire médecine, ça, ce qui est toujours le cas actuellement. Donc Mhm. pareil, la médecine en soi, c'est, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ouvert à n'importe quel bac. Juste, bah, parfois, c'est plus compliqué quand il n'y a pas les bases scientifiques. Mhm. Et puis, il y avait aussi STAPS, la voie de passer par STAPS. Ça, je sais pas si elle y est encore. Oui, aujourd'hui, c'est peut-être plus, enfin, c'est plus les mêmes voies, mais en tout cas, à l'époque, il y avait ces trois voies possibles. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc toi, tu as passé un concours d'entrée et tu l'as réussi. Du coup, oui. C'était pour entrer dans une école, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, enfin, moi, j'avais passé plusieurs concours. En Mhm. fait, le concours que j'avais passé, c'était j'étais dans une prépa et en fait, il y avait un concours pour chaque école kiné, en fait. Chaque école kiné avait son propre concours.
Donc en fait, j'ai passé une dizaine de concours dans toute la France en fait. Et les concours que j'ai eus après, bah, je suis allée dans l'école, enfin je choisissais, j'en ai eu plusieurs, donc j'ai choisi l'école où je voulais aller, en gros. Et c'était forcément une école privée, payante. Oui, du coup là c'était privé par le cursus que je suis passée, oui. C'est combien d'années? C'est 4 ans. Et les prix, tu t'en souviens à peu près? Combien c'était? Alors c'était mon école qui était en province, c'était autour de 6 000 € l'année, il me semble. Et je sais que les écoles à Paris, c'était autour de 10 000 € l'année. Ouais. Et à la fin, il y a un concours ou pas du tout? Non, à la fin de l'école kiné, non, il y a juste bah, classique, il faut avoir validé toutes ces matières, le mémoire de fin d'année, et puis voilà, après c'est bon. D'accord, ok. Waouh, donc c'était quand même un budget sur 4 ans, Oui, quand même un sacré budget. Et si on revient un petit peu sur les cours, ou comment ça pouvait fonctionner, la première question c'est quels étaient les cours, les matières, les modules, nous donner un petit peu un aperçu. oui, alors donc les premières années, il y avait beaucoup, beaucoup principalement d'anatomie, de physiologie, de biomécanique. Ça, c'était vraiment le plus gros des 2 premières années. Il y avait aussi de la pratique aussi. On avait commencé bah, tout ce qui était massage, mobilisation passive, voilà. Et puis après, les 2 dernières années, alors j'oublie sûrement des choses, parce que je me rappelle, on faisait de l'anglais, on faisait aussi de la psychologie, on faisait apprendre à rechercher des articles scientifiques, analyse critique de lecture scientifique. Et puis après, tout ce qui était TD, enfin les travaux pratiques, donc bah, où on s'entraînait en fait en binôme entre nous en fait, pour toutes les techniques manuelles en fait. Donc voilà, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel, si j'oublie rien. Puis il y avait bien sûr les stages aussi en dehors des parties théoriques. Il y avait en première année 1 mois de stage et, Ok. les trois dernières années, il y avait 2 fois 6 semaines de stage. Ok. Oui, donc ça fait quand même pas mal de stages, pas mal en plus de la pratique que vous aviez en interne. Oui, ouais. Bon après, ça avait rien à voir. Quand on pratiquait entre nous, en fait, bah, comme on était globalement tous, bon, ça arrivait qu'on avait des petites pathologies, mais comme globalement on allait bien, bah, on n'avait pas les mêmes ressentis, enfin, c'était pas pareil. Donc, enfin, forcément, le stage, c'est la vraie vie, entre guillemets, et donc c'était vraiment beaucoup plus concret. Et est-ce que vous êtes formé à toute la partie peut-être émotionnelle? Est-ce qu'à l'époque, il y avait cette partie-là émotionnelle, comment gérer peut-être un patient qui a eu un accident, qui vient et qui pleure à chaque fois ou qui est pas bien? Alors oui, un petit peu, pas assez à mon sens. On a eu des cours de psychologie, comme je te disais, mais c'était très, très théorique et j'ai pas souvenir vraiment, qu'on ait vraiment eu des ouais, des TD, des choses pratiques avec des exercices vraiment ou des cas, un peu des exemples, pas tellement. Voilà. Ouais, donc c'était pas encore. Peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu plus développé. Oui, peut-être, oui. Oui. Et en Et termes ça de, dépend des écoles aussi, je pense. oui, de l'approche, de la sensibilité qu'elle peut avoir par rapport à ces sujets. Oui, c'est ça, ouais. Et au niveau enfin comment dire, de la promo, si je peux dire, Oui. quel est le pourcentage filles-garçons en école de kiné? On était à peu près 50% et je crois qu'en France, c'est à peu près 50%, 50-50, ouais. 50-50. Ok, donc il y a Ouais. autant de filles que de garçons. Oui, à peu près, ouais. Ok, super. Maintenant, on va basculer un petit peu plus sur le monde professionnel. Oui. Quand tu as eu ton diplôme, à l'issue de ces 4 années en école de kiné, comment s'est passée ton entrée dans la vie active? Est-ce que tu as d'abord travaillé en tant que salarié ou directement en libéral? Donc non, moi, j'ai jamais fait de salariat. J'ai commencé en fait par des remplacements en libéral directement. Ok, donc déjà à ton compte. Et tu as un cabinet où tu faisais à domicile. J'ai fait un peu les deux. J'ai fait un peu de domicile et un peu de cabinet aussi, ouais. Donc finalement, tu as ton cabinet depuis quasiment depuis tes débuts.
Oui, quasiment, en fait, je suis restée 1 an, même pas, je crois 6 mois. Ouais, 6 mois remplaçante et en fait, il se trouve, un cabinet où j'avais beaucoup remplacé, il se trouvait qu'une de leurs, associées quittait le cabinet, donc ils m'ont proposé de reprendre sa place Ah, et donc waouh. j'ai accepté et donc du coup, je suis toujours là-bas, depuis. Et du coup, est-ce que ça t'a facilité au niveau de l'installation, des démarches, le fait de prendre un cabinet qui était déjà existant? Oui, bah, oui, forcément, oui, j'ai pas eu à m'occuper de tout ce qui était, gestion administrative, acheter le local, acheter le matériel, tout ça, ouais, tout ça, c'était déjà fait, en fait. J'ai juste payé ma place, j'ai acheté ma part, quoi et puis après, c'était déjà tout bon. Ah, mais quand tu dis payer ma place, en fait, c'est pas un cabinet où tu es toute seule, hein. Ça, c'est Non, oui, on est plusieurs, ouais. donc c'est un cabinet où tu remplaçais une personne pendant un temps, donc un Oui. cabinet de plusieurs kinés, où tu as remplacé une kiné et ensuite tu as pris la place. C'est ça. Enfin, en réalité, j'en ai remplacé plusieurs d'affilée, en fait, pendant leurs vacances. J'en ai Mmh. remplacé plusieurs et après celle qui a décidé de partir, là, j'ai repris sa place, à elle, oui. OK. Ah oui, c'est parce que je sais que tu m'en avais parlé en off de ce cas-là. Donc c'est important de préciser, donc plusieurs kinés et donc forcément ça t'a facilité au niveau de enfin, au niveau de des patients. T'as pas eu besoin d'attendre pour avoir tes premiers patients. Oui, c'est ça, en fait, j'ai récupéré la patientèle, de celle que je remplaçais. Mhm. Donc ouais, ça s'est fait facilement. Naturellement. Voilà. Mm. Parce que de façon générale, en tant que kiné, dans le monde médical, vous n'avez pas la possibilité de faire de la publicité. Non, oui, c'est ça, c'est pas autorisé dans le domaine, médical, la publicité. Donc comment vous faites normalement, on va dire en théorie, pour avoir vos premiers patients en tant que kiné? En fait, je pense qu'il y a malheureusement, il y a tellement de tellement de demandes qu'en fait, c'est très facile. Je pense qu'un kiné peut s'installer n'importe où. En une semaine, il est complet. Une semaine, j'exagère peut-être, ça dépend peut-être des endroits, mais en fait, ça va très vite, il y a énormément de demandes. Donc oui, pas besoin de- Non, du coup, il y a pas besoin de faire de la pub. Oui, déjà que c'est pas autorisé, mais encore, enfin ça n'est même pas utile, Oui, nécessaire. Mm. ça. Et est-ce que tu peux nous parler du coup du fonctionnement des tarifs pour une séance de kiné? Combien coûte une séance? Quelle est la part qui est remboursée par la sécurité sociale et la part qui est potentiellement remboursée par la mutuelle si le patient a une mutuelle? Oui, alors donc il y a plusieurs cotations qui existent, de la sécurité sociale, en fait. Donc chaque cotation a son prix et donc pour te donner un ordre d'idée, je sais plus exactement. Surtout que j'ai des secrétaires, donc tout ce qui est partie administrative, c'est elles qui gèrent. Mais en gros, ça va de 16 € à 21 € à peu près. Sauf tout ce qui est en piscine, c'est 25 €, il me semble, à peu près environ. Voilà. Ensuite, je crois qu'il y a tout ce qui est cotation aussi respiratoire, neurologie, c'est un peu plus haut, mais je sais plus exactement parce que c'est pas ma spécialité, c'est pas ce que je fais, donc je saurais pas te dire exactement et sinon, donc c'est pris en charge à 60 par la sécurité sociale et les 40 restants, c'est la mutuelle du patient s'il en a une et puis, sauf les cas où, les gens qui sont en affection longue durée, où là, tout est pris en charge. D'accord. Et une séance, ça dure combien de temps? En théorie, la sécu, c'est 20 minutes. Hmm. Nous, dans notre cabinet, on a une façon de travailler, en fait, on a enfin, comment dire? On a plusieurs, enfin, en fonction de notre planning, on a des séances où on voit le patient une demi-heure, en cabine en soins individuels. Après, on a aussi la chance d'avoir une piscine, donc là, pareil, c'est une demi-heure dans l'eau, le patient. Et on a ce qu'on appelle le plateau technique, la salle de rééducation, quand on passe sur des prises en charge, plus actives, plutôt en fin de rééducation, où là, on garde les patients entre 30 minutes, voire 1 heure à peu près, selon les pathologies. Donc oui, vous adaptez vraiment et puis vous avez des installations. Oui.
permettre de proposer des séances plus longues. Oui, c'est ça, ouais. On poursuit avec la réalité de ton quotidien. À quoi ressemble une semaine type dans ton cabinet? Combien de patients est-ce que tu reçois par jour ou par semaine? Donc, c'est à peu près au moins 20 patients. Ça peut parfois aller jusqu'à 36 patients dans la journée et moi, je travaille sur 4 jours par semaine, donc je suis autour, je crois que ça fait autour d'une 100-120 patients à peu près la semaine, je dirais. On n'a pas idée, hein, quand on est de l'autre côté, on n'a pas, enfin, on peut pas s'imaginer ça. Donc une centaine de patients par semaine, sur une semaine de 4 jours. Ouais, Voilà. c'est ça. Et quelles sont les pathologies que tu rencontres le plus souvent? Est-ce qu'il y a des troubles ou voilà, des pathologies que tu rencontres plus souvent que d'autres? Tu peux nous donner des prorata, par exemple, au prorata, enfin des pourcentages. Moi, j'avais comme exemple de te parler des troubles musculo-squelettiques ou de la rééducation post-opératoire, des douleurs chroniques. Ouais, donc bah, moi, je suis spécialisée justement dans le musculo-squelettique, donc c'est plutôt du coup ce type de patient que je reçois. Il y a pas mal de post-opératoires, Mm. parce que je travaille, dans une maison médicale où du coup on est dans les mêmes locaux que certains chirurgiens et donc ils nous envoient leurs patients. Après en termes d'affection au niveau du corps, c'est beaucoup le rachis, les épaules et les genoux, je dirais principalement que je vois le plus. Quand tu dis les genoux, c'est de l'usure ou bien c'est des fractures? Bah, ça peut être, traumatique, par exemple, accident, lésion des ligaments croisés, accident de ski, accident de sport et aussi oui, l'usure, tout ce qui est arthrose, bon après l'arthrose c'est un processus naturel, enfin le corps vieillit comme ça, c'est normal d'avoir de l'arthrose, mais dans le cas où, ouais, où les articulations sont douloureuses, oui. Que quand je disais, je pensais au ménisque. J'entends beaucoup de gens qui ont des problèmes de ménisque au Oui, niveau. Est-ce que c'est des choses aussi qui reviennent souvent? oui, 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 c'est vrai qu'il y en a pas mal aussi, ouais. Oui. C'est souvent des gens qui font de la danse, du sport, qui en ont Oui, fait pendant c'est longtemps. beaucoup oui, enfin, ouais, c'est beaucoup chez les sportifs, mais pas que. Il y a aussi, chez des personnes sédentaires, Mm. ou pas forcément très actives. Il y a un peu de tout. D'accord. Ok, super, c'est intéressant. Et est-ce que tu observes une évolution des profils ou des besoins des patients par rapport à l'évolution de notre mode de vie ou par rapport à l'évolution du stress aussi qu'on peut avoir de plus en plus dans certains métiers? Est-ce que tu vois qu'il y a des profils qui sont en train de se manifester de plus en plus? Alors moi, j'avais ressenti ça beaucoup avec, la période du covid Mhm. où, donc les gens, oui, effectivement, étaient beaucoup plus stressés, beaucoup plus irritables et donc forcément, ça jouait sur leur douleur. Donc, ouais, cette période du covid et un peu post-covid, j'avais remarqué, oui, qu'il y avait plus de patients qui étaient pas forcément enfin, plus stressés que d'habitude, on va dire et plus de gens anxieux C'était et pas ouais. forcément lié à un accident ou à un traumatisme, mais peut-être lié. Enfin, ils venaient de voir plus parce que le stress avait causé des symptômes physiques. Alors pas forcément, oui, il y en avait, oui, mais pas forcément. Après la douleur, c'est multifactoriel. Donc en fait, l'anxiété joue toujours dessus. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte Mhm. et bon après ça pouvait être des gens qui s'étaient blessés, mais avec l'anxiété, en fait, ça augmente les douleurs, en fait et ça augmente la douleur, en fait, la perception, de la douleur chez le patient. Ok. Et qu'est-ce que tu préconiserais du coup aujourd'hui par rapport à tout ce que tu vois comme différentes pathologies, symptômes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prévenir? Oui, bah, en fait, pour moi, le principal facteur de risque, enfin de risque, oui, de risque de se blesser, c'est la sédentarité, beaucoup, en fait. Si les gens déjà étaient plus actifs, bah, on aurait beaucoup moins il y aurait beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là et et puis après aussi, ce qui est le cœur de mon métier,
C'est ce qu'on appelle la quantification du stress mécanique, c'est-à-dire en fait, que les gens soient plus informés du fait, que toute activité physique doit être faite de façon progressive et régulière. En fait, souvent les gens qui se blessent, c'est les gens qui vont avoir trop fait d'un coup quelque chose de trop intense, qui avaient par exemple, qui avaient pas fait de sport, je sais pas, pendant, plusieurs semaines et puis hop, ils décident à faire une grosse randonnée avec beaucoup de dénivelé et puis, bah, là forcément du coup, ils se blessent. Oui, je me souviens que je t'avais demandé parce que je voulais m'inscrire à une course de 5 kilomètres et Oui, tu m'avais donné des conseils. Est-ce que tu peux les redonner, par exemple, pour d'autres personnes qui veulent faire une course de 5 oui, kilomètres ou n'importe, enfin, peu importe le nombre de kilomètres, mais du coup qui ne courent pas depuis un moment? oui, c'est ça. Donc en fait, il faut privilégier plusieurs entraînements par semaine. Idéalement, il vaut mieux faire tous les jours des petites sorties de 10-15 minutes par exemple, plutôt que de vouloir faire un gros entraînement, d'1 heure, une fois par semaine en fait. Donc oui, y aller petit à petit. Voilà et puis, bah, forcément si on n'a pas couru depuis longtemps, toujours y aller progressivement et bah, pas faire une grosse sortie, d'un coup, en fait. Super, merci. Je pense que ça va aider pas mal de gens qui ont envie des fois d'atteindre l'objectif et qui oublient que, bah, voilà, il faut y aller étape par étape parce que le corps, il a besoin de se réadapter, et de prendre Ouais, le rythme. Mmh. c'est ça. Si on revient un petit peu sur le sens de ton métier, quelle est la définition que tu donnes du soin aujourd'hui? Je dirais que c'est quelque chose de global et de vraiment personnalisé aux patients parce qu'enfin donc oui, certes, on a tous notre corps humain, il fonctionne à peu près pareil. Il y a forcément des similitudes, Mmh. mais en fait, par exemple, moi, je me rends compte, je vais pas traiter, de la même façon 2 patients qui vont avoir la même pathologie parce que, bah, du coup, il y a énormément d'autres facteurs à prendre en compte. Donc, bah, la psychologie du patient, ses croyances, la façon de voir les choses, aussi le fait est-ce qu'il est très actif, très sportif ou plutôt sédentaire? Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de global, en fait, vraiment adapté aux patients. Global et personnalisé. Voilà. Qu'est-ce que toi tu aimes dans ces soins, dans ce métier? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin, avec, voilà, l'envie de travailler sur une semaine avec 100 patients? Qu'est-ce qui est ton moteur? J'aime beaucoup le côté humain, du métier forcément. Le fait d'apporter mon aide, aux autres, c'est quelque chose de dont j'ai besoin et qui me fait plaisir, qui me fait du bien Mmh. et enfin, c'est assez gratifiant, de voir la reconnaissance des patients aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me rappelle pourquoi je fais ce métier-là et et également aussi, c'est un métier, je trouve, où, en fait, on apprend tout le temps, on apprend tout le temps. C'est Il y a tellement de cas différents, Mmh. en fonction des personnes aussi qu'on soigne. On soigne un être humain et pas un objet. Enfin, c'est assez complexe Bien et sûr. du coup, ouais, c'est le fait, en fait, qu'on pour l'instant, en tout cas, après je suis qu'au début de ma carrière, mais j'ai l'impression de toujours apprendre et ouais, de toujours, avoir des choses à découvrir. Parce que ça fait combien d'années que tu fais, ce métier? Je t'ai pas posé cette question. Ça va faire bientôt 6 ans. Ah oui, d'accord. Mmh. Ouais, ça fait suffisamment de temps pour que tu aies vu, différents cas. Oui, quand même, ouais. Et quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer peut-être dans ce métier ou peut-être, voilà, il y a ce côté moteur, enfin, il y a le moteur qui est, l'humain, le fait de contribuer, de pouvoir aider, de pouvoir soigner. Qu'est-ce qui peut être, peut-être plus difficile à la longue de se dire: «Ah ouais, quand même, dans ce métier-là, il y a ce point-là, peut-être de vigilance»? Oui. Alors, bah, si on peut repartir tout à l'heure, tu parlais du côté émotionnel. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui va être, difficile à gérer parfois et surtout, enfin, qu'on n'est pas psychologue. Donc Mmh. et parfois, en fait, les gens il y a certains patients qui auraient vraiment besoin aussi, de soins psychologiques à côté et qui font pas forcément la démarche.
Et c'est vrai que les gens se confient beaucoup à nous et on les voit plusieurs fois par semaine sur assez longtemps pour certains. Et donc parfois, ouais, c cette partie psychologique, quand elle est vraiment très importante, elle peut être parfois un peu difficile à gérer. Et comment Heu, tu fais toi pour gérer ça, cette partie-là du coup? Comment? Comment tu fais pour gérer justement cette partie-là en tant que, bah, non psychologue? Et comment tu fais pour te protéger aussi? Parce que ça peut être pesant, à certains moments Oui, si alors tu arrives à déjà avoir oui, ça dans ta vie. c'est ça. Déjà oui, il faut bien se protéger. Au début, je me rappelle que j'avais énormément de mal, j'absorbais énormément, et j'étais ouais, vraiment, j'étais un peu trop dans l'émotionnel. Ça, c'est quand même des cours qu'on avait, bon, je t'en ai parlé tout à l'heure, qu'on avait, à l'école quand même, de rester bien dans l'empathie et Mmh. de faire attention à pas tomber dans la sympathie, du coup. Et ça, ouais, au dé j'avais beaucoup de mal. Maintenant, j'arrive mieux à me protéger et du coup, je sais plus c'était quoi la question, mais tu me demandais comment j'arrivais à gérer ça. Enfin, entre guillemets «te protéger», mais en tout cas avoir un peut-être une manière de te distancer. Déjà dans les cas un peu plus compliqués où je vois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'émotionnel chez le patient, je leur conseille toujours, d'aller voir un psychologue, un professionnel du bien-être, un thérapeute, quelque chose en complément déjà pour, les aider. Et puis sinon, moi, j'essaye quand même d'être un peu plus distante. Parfois, il y a des choses qui vont me toucher, Mmh. donc ça m'est déjà arrivé de pleurer avec le patient, mais bon, normalement, c'est pas ce qu'il faut faire. Mmh. Et donc j'essaye au maximum de retenir un petit peu quand même, mes larmes, de pas montrer en fait aux patients, de rester un petit peu, neutre en fait. Et dans les cas où émotionnellement c'était un peu compliqué, du coup je prends le temps après, moi seule, entre chaque patient, de souffler un peu et de lâcher un petit peu, Ouais, voilà, pour, pas que ça me que ça me prenne, enfin que ça reste dans toute ma journée avec mes autres patients en fait, pour pouvoir, lâcher un peu ce qui s'est passé et repartir avec mon prochain patient, dans des bonnes conditions en mmh, fait. de façon neutre C'est ça. et tu parlais de la différence entre sympathie et empathie, ça peut être intéressant. Oui, en fait, oui, quand on est dans l'empathie, donc ce qui est nécessaire dans notre métier, heu, il faut qu'on se mette à la place du patient, qu'on comprenne, qu'on soit à l'écoute, qu'on comprenne un petit peu, ce qu'il attend, ce qu'il ressent. Ça, c'est hyper important et il faut faire attention à pas tomber dans la sympathie, c'est-à-dire à, prendre vraiment sa douleur, ses émotions, ses problèmes pour nous, en fait, comme Mmh. si on prenait avec lui, enfin que je comment dire ça? Enfin, ouais, de pas trop s'impliquer, en fait, comme on s'impliquerait, par exemple, avec un proche, un ami Mmh. ou quelque chose, comme ça. Je sais pas si tu vois un peu la Oui, je différence? comprends, ouais. Mmh. Donc une empathie, mais savoir mettre de la distance. Et Ouais, pas non plus s'identifier à sa douleur, ça reste sa douleur et toi tu l'accompagnes dans sa douleur. exactement, oui, exactement. Et est-ce que tu as du coup une expérience ou un patient qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière, alors que ce soit par rapport à ce sujet émotionnel ou autre? Je pense à quelqu'un, du coup, qui était au début de ma carrière et je pense que c'est pour ça que je pense particulièrement à cette personne, Mmh. qui, du coup, était très douloureuse. C'était compliqué, justement, elle pleurait beaucoup, à cause de sa douleur et de ce qu'elle ne pouvait pas faire et les séances étaient un peu compliquées avec elle parce qu'en fait, on était à un stade où elle était tellement irritable, tellement enflammée que j'arrivais pas à faire, «grand chose» entre guillemets et que c'était vraiment fallait vraiment y aller très doux, étape par étape, très progressivement et donc ça, c'est ouais, quelque chose qui était assez, ouais, assez compliqué à mettre en place, à gérer et surtout, là, encore une fois, on reparle de ce côté émotionnel qui est parfois, ouais, un peu difficile à gérer. Et qu'est-ce que ça t'a appris? Quelles leçons as-tu pu en tirer de cette expérience? Je dirais que ça m'a montré que ce qu'on voyait à l'école en théorie, Mmh. heu, ça fonctionnait pas toujours Mmh. et que parfois il y avait des cas où en fait, fallait tout le temps s'adapter, en fait. Mmh. Je dirais, ouais, ça m'a appris à m'adapter, en fait. Donc l'adaptation. Ouais. Super.
Merci d'avoir partagé cette expérience. Ça pourra inspirer aussi d'autres personnes, peut-être pas forcément des gens qui aspirent à devenir kiné, mais des personnes qui sont dans tout ce qui est bien-être et de comprendre qu'il faut s'adapter. Il y a la théorie, il y a la pratique. C'est ça. Si on revient un petit peu sur, donc c'est les dernières questions, sur ta vision du métier et de l'avenir, comment est-ce que tu perçois l'évolution de ce métier de kiné dans les prochaines années? Est-ce que tu penses qu'il y a des nouvelles approches qui vont émerger, des technologies, des collaborations? Je saurais pas te répondre vraiment bien à cette question. Certainement, oui, de toute façon, c'est toujours un métier qui est en constante évolution. Rien qu'avec les dernières recherches scientifiques, enfin, c'est vrai que ça les recommandations, elles changent quand même au fil des années. On Mhm. voit que c'est plus comme, enfin, il y a beaucoup de choses, c'est plus ce qu'on disait il y a 10 ans, en fait. Après, oui, je pense qu'au niveau technologie, oui, il y a certainement des choses qui vont apparaître. Après, j'aimerais bien, personnellement, que notre métier évolue dans le sens où, enfin, plutôt que les gens soient mieux informés, qu'il y ait plus de prévention, en fait, par rapport à ça. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, oui, oui. Et quand tu dis prévention, donc c'est le fait d'être actif, d'aller marcher, de Oui, prendre. voilà, par exemple, ouais, prévention sur l'activité physique ou même, par exemple, c'est vrai que je prends le cas de l'entorse de cheville, ça va être un peu la pathologie qui est vue comme, pas grave, en fait. Tu fais une entorse, bon, bah, hop, repos, et puis dans une semaine, c'est fini et en fait, les médecins aussi, mais aussi les patients enfin les gens qui savent pas forcément qu'il faut consulter et que ça peut être très intéressant de faire de la kiné derrière, si on veut pas refaire des entorses et créer une instabilité chronique de cheville. Bah, par exemple, ouais, des choses comme ça, que ce soit un peu plus bah, que les gens soient mieux informés, que les médecins aussi soient plus, à jour sur les dernières recommandations, en fait. Quand tu dis médecin, médecin traitant en particulier. Oui, voilà. C'est ça. Que c'est eux qui prescrivent du coup, l'ordonnance pour faire de la kiné. C'est pour ça que je parle des médecins. Et est-ce que toi, donc par rapport à, donc, aux évolutions ou même ton approche, est-ce que tu as ajouté ou est-ce que tu continues aussi d'ajouter d'autres techniques complémentaires à ton métier? Par exemple, le yoga, des choses un peu qui viennent compléter Oui, ta. beh, justement, c'est marrant que tu en parles, mais oui, j'ai fait une formation yoga justement. Du coup, que je peux intégrer dans ma pratique et c'est ça qui est intéressant avec le métier de kiné, c'est qu'il y a plein de petites formations un peu complémentaires comme ça, qu'on peut faire et du coup ajouter, à notre pratique. Est-ce que tu en as d'autres en exemple, mis à part le yoga? J'ai fait des formations, mais qui restent quand même assez, banales, si je puis dire, dans le domaine de la kiné. J'ai fait, bah, une formation sur la cheville justement, D'accord. sur la neurodynamique, sur l'optimisation du renforcement musculaire et chez les danseurs, plus particulièrement sur la hanche chez les danseurs. Donc voilà, Les danseurs, parce que tu es toi aussi danseuse. c'est ça. Tu connais. D'ailleurs, est-ce que cette passion pour la danse te permet de te rendre compte, enfin, d'avoir une sensibilité sur les risques enfin, de cette pratique et avoir Heu, une approche plus pertinente, plus précise pour des patients parce que tu connais ce domaine. oui, 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 je pense que oui, forcément ma pratique de danse aide, en tout cas chez les danseurs, chez les patients danseurs, oui. Mhm. Heu et puis, et enfin moi je me suis blessée en tant que danseuse à la hanche, ce qui m'a amenée du coup à faire aussi la formation, sur la hanche chez les danseurs et donc bah, ça me permet oui bah, déjà de connaître, heu, d'avoir eu la pathologie déjà, d'avoir expérimenté moi-même. Donc oui, ça c'est un plus pour aider, ce type de patient. Super. J'allais continuer sur la danse, mais bon, on arrive à la fin. J'avais presque envie de dire, est-ce que, alors peut-être pas forcément que sur la danse, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir cette réponse. Sur les différents sports, est-ce que tu penses qu'il y a un sport plus, qui est le plus adapté pour le corps? J'avais vu une fois qu'on disait que le yoga était le sport le plus adapté, qui faisait le moins de mal au corps.
Est-ce que toi, tu partages cet avis? Est-ce que tu penses qu'il y a un sport qui est le plus adapté? Ou est-ce que tous les sports sont adaptés, mais il y a sous conditions? Alors oui, non, je suis pas trop, comment dire? Mon avis, non, c'est pas qu'il y a un sport miraculeux ou le meilleur sport. Je suis pas du tout de cet avis-là. Faut déjà trouver un sport qu'on aime et j'en parlais tout à l'heure, c'est toujours une question d'adaptation au niveau du corps. Donc il y a des sports qui vont être plus doux que certains. C'est pour ça on dit beaucoup que le yoga, c'est très bon pour le corps et cetera. En fait, tous les sports en soi sont bons pour le corps s'ils sont faits, avec progressivité et ouais, progressivité et régularité, en fait. Mmh. Donc après on entend beaucoup dire que la natation, le yoga, le pilates, Mmh. c'est les «meilleurs sports» entre guillemets. En fait, c'est plutôt que ce sont des sports, assez complets et assez doux aussi. Donc c'est vrai qu'en première intention, chez les gens qui sont pas très sportifs, pas très actifs, c'est pas mal pour commencer, en fait, on va dire. Mais le plus important, c'est de trouver un sport, qui nous plaise, en fait et Mmh. de le faire, avec progressivité. Et est-ce qu'on peut dire aussi avec s'informer, je reprends un peu la course et je me suis rendu compte que, bah, par exemple, on ne sait pas quand on court, il faut peut-être pas taper sur le talon en premier. Il y a un type de chaussure, il y a plein de choses en fait. Il y a des sports qui sont peut-être très bien, mais finalement, il y a toute une information autour de l'équipement, la façon de faire, la technique. Alors ça aussi, il y a beaucoup de débats là-dessus. En fait, le plus important à retenir, c'est toujours pareil, c'est que c'est une question, d'adaptation. Mm. Donc en fait, tu parlais des chaussures par exemple. Donc il est plutôt recommandé, aujourd'hui de courir avec des chaussures qu'on appelle minimalistes, donc qui vont pas être, pas trop rigides, assez flexibles, légères, où on sent bien du coup au niveau sensibilité, ça va être beaucoup plus sensible en fait au niveau de la voûte plantaire et des ressentis et beaucoup plus ouais, beaucoup plus, flexible et sensible et hem et donc en fait, avec ce type de chaussures-là, ça permet, d'avoir les informations du corps nécessaires pour pouvoir, enfin, pour développer une technique de course en fait, avec le moins d'impact Mm. fort, amortir le mieux possible en fait. Mm. Mais ça, encore une fois, c'est théorique et en fait, par exemple, chez quelqu'un qui a l'habitude de courir avec des grosses chaussures bien renforcées, en fait, s'il passe directement d'une chaussure minimaliste, en fait, c'est là où il va se blesser parce que du coup, il aura pas eu le temps de s'adapter et il passe d'un type de chaussure vraiment qui a rien à voir, et donc ça, c'est pas forcément ce qu'il faut. Donc voilà, après, c'est toujours une question, progressivité encore, je reviens là-dessus, mais c'est vrai que c'est vraiment la base et voilà. Je sais pas si Merci. clair? Oui, c'est hyper clair. Merci beaucoup. Et donc, une des dernières questions, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut devenir kiné aujourd'hui? Un petit conseil. Quelles Bien se sont les protéger, qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier? oui. Faut bien se protéger émotionnellement, Mhm. faut être empathique, à l'écoute, faut savoir aussi s'adapter, et et voilà, principalement, je pense que ce sont les qualités nécessaires. Super. Et donc, la dernière, Margot, tu disais que ça fait 6 ans que tu fais kiné, après tes 4 années d'école privée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Continuer à m'épanouir, dans ce métier-là. Après, je sais pas si je ferai ça toute ma vie, mais en tout cas, pour l'instant, je me plais beaucoup dans ce métier-là. Donc que ça continue comme ça, que je continue à me former et à apprendre, plein de choses. Alors, je te souhaite de continuer de t'épanouir, de continuer Je te de remercie. grandir dans ce domaine et voilà, de toujours prendre du plaisir chaque jour et à chaque séance. Merci.